Parti. Salut Mehmet, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Vanak, ça va super bien et toi? Eh bien écoute, ça va super bien également. Donc tu es parmi nous, parmi les transfopreneurs, parmi les personnes de mon mastermind, et on va aller te poser quelques questions pour savoir qui tu es, pour savoir ce que tu fais et ce que tu nous apportes dans ce beau monde. Donc Mehmet, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, très simplement pour l'instant? Alors très simplement, moi je suis entrepreneur, alors je suis coach spécialisé en programmation neurolinguistique, donc coach PNL, Ok. et j'ai pas mal d'années d'expérience derrière moi dans le management, j'ai 23 ans d'expérience en fait dans le management, et Ok. je me suis servi de toutes ces années d'expérience pour pouvoir aujourd'hui le mettre au service. Actuellement, je m'occupe beaucoup d'entrepreneurs justement. Et avant d'en arriver là, en fait, ça ne s'est pas imposé à moi immédiatement parce que c'est arrivé un peu avec le temps. Et au bout de 23 ans de carrière, il a fallu que je réoriente en fait moi-même mes aspirations et mes motivations pour retrouver quelque chose d'inspirant pour moi. Et c'est la vie qui me l'a rappelé parce que j'ai eu un accident, on va dire, personnel il y a 3 ans de ça. Donc, j'ai eu une hémorragie interne suite à un ulcère que je n'avais pas traité. Et en fait, l'ulcère était dû à la vie stressante que je menais auparavant, à cette vie à 100 à l'heure dans le salariat où j'étais à des postes de cadre de direction. Et un jour, je me suis retrouvé à l'hôpital entre ici et ailleurs. Et Mhm. du coup en ayant eu cette expérience, j'ai remis beaucoup de choses en perspective il y a 3 ans de ça. Et je me suis posé les vraies questions par rapport à moi, à mon avenir, ce que je voulais faire. Et du coup, l'accompagnement, c'est ce qui s'est présenté naturellement, c'est ce qui a jailli naturellement sur mon lit d'hôpital. Et en fait, cette envie d'accompagner la réussite des autres, je l'avais depuis très longtemps, en fait. Et du coup, ça s'est matérialisé en devenant coach. Alors, je l'étais déjà en entreprise, puisque j'étais formateur en entreprise. Et à cette époque-là, je formais déjà des managers, des cadres, enfin, beaucoup de gens à ce qu'ils réussissent eux aussi dans la vie. Et c'est une amie un jour qui m'a dit, mais pourquoi tu fais pas ça? En fait, tu es hyper doué là-dedans, et puis tu as l'expérience, tu as la formation, tu as tout ce qu'il faut. En fait, j'ai tout le backup, coaching, développement, analyse transactionnelle, process communication, etc. J'ai beaucoup de choses là-dessus. Et j'ai juste pris une spécialisation plus particulière sur la PNL parce que c'est vraiment un outil en fait qui a changé ma vie dans beaucoup de domaines. Et du coup, aujourd'hui, je m'en sers et je vais plus loin encore dans la formation. Donc, à terme, j'aimerais passer maître PNL et un jour enseigner la PNL. Voilà un Super. petit peu le parcours. C'est un parcours qui m'inspire beaucoup et du coup qui est sûrement enfin par rapport à ce parcours, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui écoutent Web Creator qui peuvent se reconnaître. Moi-même, quand tu parles de accident de la vie, en plus tu as parlé d'hémorragie interne, mon père a eu une hémorragie interne. Enfin, il y a plein de choses qui de coup Waouh. me parlent beaucoup. Ouais, Euh, et tu peux c'est ça, c'est depuis 3 ans seulement que tu exerces, que tu es à ton compte finalement. c'est ça, ouais. En Ouais. fait, c'est depuis 3 ans et si tu veux, j'avais déjà l'ambition, c'est-à-dire que j'avais déjà, comment dire, l'idée de faire ça il y a ça 3 ans avant que je me mette vraiment à mon compte. Ça faisait déjà 5 ans que ça me trottait dans la tête. Ok. Et tu sais, c'est quoi tu sais bien ce que c'est les chaînes du salariat. Ouais. Toute ta famille, tout le monde te dit non, fais pas ça, tu as des enfants, tu as un CDI, tu es bien, machin, voilà, tac, tac. Ouais, ça me parle Et beaucoup, voilà, ouais. voilà. Et là, tu es dans cette spirale ou zone de confort, tu dis non, non, faut pas trop, machin, ouais, bouge pas, bouge surtout pas, reste là où tu es. Et du coup, ça se finit en hémorragie interne et tu te retrouves aux urgences. Et là, tu te poses les vraies questions, quoi. Et Hmm. c'est vrai que l'humain est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on est obligé, j'ai envie de dire, c'est un mot fort, mais on est obligé de vivre quelque chose de fort pour pouvoir tout remettre en question. Et je pense que des fois, voilà, c'est heureusement, enfin, j'en suis revenu, mais j'aurais pu très bien y rester, ne pas en revenir, quoi, tout simplement. Hmm. Et en fait, je pense que voilà, tant qu'on vit pas certaines choses dans la vie, et c'est pour ça que la PNL m'a parlé, c'est que dans la PNL, il y a ce qu'on appelle les présupposés de la PNL, c'est de dire, voilà, tout ce qui t'arrive dans la vie arrive pour une bonne raison, et si ça arrive et que tu fais le choix à ce moment-là, c'est que c'était le choix que tu devais faire. Et en fait, toutes les choses qui se produisent dans la vie arrivent pour une bonne raison. Et effectivement, quand tu sais que tout ce qui arrive, c'est juste en fait un événement, c'est-à-dire un indicateur sur ton tableau de bord de vie,
bah, tu commences à prendre beaucoup de choses avec beaucoup plus de recul et du coup, tu es moins dans la résistance. Parce Hmm. qu'en fait, tu sais, un ulcère, ça arrive parce que tu es en résistance dans plein de choses dans ta vie et c'est quelque chose qui te bouffe de l'intérieur. Et effectivement, bah, quand tu es en résistance dans beaucoup de choses dans ta vie, bah, forcément, à un moment ou à un autre, ça lâche. Hmm. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que tu te poses les vraies questions et tu te dis, bon, est-ce que continuer comme ça, c'est écologique? Alors, écologique, c'est encore un terme PNL, mais c'est pour dire, est-ce que c'est bon pour toi ce que tu fais en fait? Et cette partie-là, l'écologie personnelle, j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup plus bah, après cet accident, quoi. Ok. Tu étais, avant cet accident, donc avant ces 3 ans, tu étais déjà attiré par la PNL, tu t'es déjà formé ou est-ce que tu Ouais. t'es formé par la suite? En fait, la PNL était déjà dans le développement personnel, tu sais, parce qu'en entreprise, en fait, j'ai fait toutes mes certifications de coach, management, gestion des conflits, gestion du stress, etc. Enfin, j'ai fait tout ça en entreprise. Et à un moment, on nous a fait toucher à l'analyse transactionnelle et un petit peu à la PNL, parce qu'on nous a expliqué 2, 3 principes. Et là, je me suis dit, mais attends, déclic, c'est un truc qui m'a parlé tout de suite, en fait. Et Hmm. de là, ce que j'ai fait, en fait, j'ai juste repris toutes les années d'expérience que j'avais, toutes mes certifications. Et là, j'ai juste décidé de me certifier vraiment. Mon étape ultime aujourd'hui, c'est d'être prof dans la PNL. Mais là, à terme, ce que j'aimerais viser, c'est maître PNL. Et ça a été plus, si tu veux, sur l'ergonomique. Ça m'a parlé parce que c'était ergonomique par rapport à moi. Voilà. Il y en a, ils vont choisir. Tu sais, il y a de la systémique, il y a de l'analyse transactionnelle. Chacun trouve son domaine. Moi, c'est ce domaine-là qui m'a vraiment parlé. Et c'est quoi la différence aujourd'hui entre là où tu en es aujourd'hui et le statut, entre guillemets, de maître PNL? Qu'est-ce qui Alors, explique la en différence? fait, il y a 3 niveaux de base et en fait, je suis au niveau praticien et le niveau ultra débutant, c'est technicien, tu as praticien et tu as maître praticien PNL. Donc en fait, la PNL, si tu veux, c'est de la programmation neuro-linguistique. Donc Ouais. ça veut tout simplement dire qu'on rentre en fait dans le programme d'une personne. C'est pourquoi une personne fait ce qu'elle fait. Donc même sur des comportements les plus basiques comme fumer par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un jour une personne décide de fumer alors qu'elle sait que c'est nocif pour elle? En fait, c'est vraiment de rentrer dans cet état de programmation. Et sur le niveau 1 et le niveau 2, en fait, on t'apprend à rentrer dans ces programmations-là, à l'expliquer, à parler avec la personne, etc., etc. Et maître PNL, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un niveau vraiment très, très au-dessus. On n'est plus dans le langage, mais on est dans le métalangage. Il y a des exercices où, en fait, on en a parlé, où on arrête de parler, en fait. On n'est même plus dans le dialogue, on est plus dans Le je dirais, ressenti? l'accompagnement. En fait, L'accompagnement. il y a tout un niveau d'énergie à avoir là-dessus, mais surtout, en fait, c'est le non-verbal qui se met à parler. C'est-à-dire que on est vraiment dans la synchronisation. Alors ça, c'est un autre mot aussi PNL, mais on se synchronise sur la personne qui est en face de nous. Et l'idée, en fait, c'est que cette synchronisation aujourd'hui, alors il y a 2 termes qui reviennent en premier dans les choses qu'on apprend en PNL, c'est synchroniser et calibrer. On s'en sert beaucoup aussi dans le domaine du management et de la vente. C'est les grands gourous de la vente s'en servent beaucoup aussi. C'est en fait se synchroniser sur la personne qu'on a en face de soi. Et c'est utilisé aussi par les love coach puisque du coup pour séduire quelqu'un, on peut Hmm. se synchroniser sur la personne et utiliser de façon subtile ce qu'on appelle les neurones miroirs, parce qu'on travaille beaucoup sur le cerveau. C'est en fait juste un renvoi des neurones miroirs qu'on a en nous qui sont renvoyés chez la personne. Donc en fait, si une personne que vous avez en face de vous, et ça c'est plutôt généralement très féminin, c'est-à-dire que les femmes sont souvent les bras croisés ou les jambes croisées, en fait, euh, on n'est pas dans l'interprétation, mais on est dans la synchronisation de l'autre. Donc, si une personne croise les bras, eh ben, on va essayer de trouver un moyen subtil de croiser les bras et pour se mettre en connexion avec elle. Et cette synchronisation, en fait, c'est le reflet que renvoient les neurones miroirs qui, inconsciemment, font prendre conscience à la personne en face que tu es connecté à elle et que tu la Hmm. comprends. Et cette méthode-là, elle est souvent utilisée aussi dans le monde des entrepreneurs. Quand on dit, par exemple, qu'on veut closer un client ou une cliente, on doit se synchroniser, se calibrer avec elle. Donc la calibration, c'est encore autre chose, parce que la calibration te sert à finalement à trouver qu'est-ce qui a de l'importance pour la personne qui est en face de toi et qu'est-ce qui compte pour elle par un questionnement subtil et précis aussi.
Excellent, merci Euh, pour tout ce partage, c'est hyper intéressant. Ouais, Euh, Moi, je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours à toi. ouais, Donc, 23 ans de salariat, cet accident de la vie qui finalement t'amène sur ce lit d'hôpital, tu te poses les questions. Et concrètement, derrière, comment ça s'est passé? Parce que cette transition, tu sais, le fait de passer de salariat de salarié à entrepreneur, c'est une transition qui fait peur pour beaucoup de personnes. Il y en a qui ont cette intuition que, ah, moi, il faut que j'entreprenne, il faut que je fasse les choses par moi-même. J'en ai marre de subir un petit peu les ordres d'un patron qui ne comprend pas. Mais en fait, ils ont peur de ce passage-là. Comment est-ce que toi, ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé en douceur? Est-ce que tu as fait, je ne sais pas, une rupture conventionnelle? Ou comment cette transition s'est déroulée? alors, c'est comme l'accident, en fait, brutal. Ok, En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais à l'hôpital, l'ancien, en fait, à l'époque, en fait, j'étais directeur d'une agence dans une petite PME familiale. Et le patron de cette PME, en fait, était un ami, alors soi-disant ami, puisque du coup, pour le coup, on ne s'est pas revu après. ok, Euh, il m'a vu à l'hôpital, donc il est venu me voir. Et quand je suis sorti de l'hôpital 15 jours après, il m'a licencié. Donc, d'accord. rupture conventionnelle, tout simplement parce il m'avait pas dit, en fait, comme j'étais le directeur d'agence, il m'avait pas expliqué tous les problèmes financiers qu'il avait derrière et que je faisais partie des plus gros salaires et que je devais partir en premier. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que brutalement, bon, rupture conventionnelle, donc j'avais le chômage. Et là, tu te retrouves voilà, à la case départ, quoi. Enfin, voilà. Et là, du coup, ça a été assez brutal parce que je sortais de 15 jours d'hospitalisation. Donc, au niveau Mhm. mental et émotionnel, c'était le bazar complet. Et je me retrouve, du coup, à me dire, voilà, ça y est, on repart à zéro. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Et Tu as là, envisagé à ce moment-là de repartir dans le salariat ou tu t'es dit, bon, alors, c'est le moment de rebondir? c'est ça, en fait. Je l'ai envisagé, mais à cause de ma pression familiale. C'est-à-dire que ma femme n'ayant jamais travaillé, parce que comme j'ai toujours été cadre, on avait un salaire très confortable, on pouvait faire ce qu'on voulait, etc. Elle n'a jamais travaillé. Et on se retrouve comme ça du jour au lendemain avec un salaire, tu sais, du Pôle emploi, quoi. Hmm. Donc, là, c'est plus la pression familiale et de subir cette pression et de me dire, ouais, il faut absolument que je retrouve un job pour pouvoir travailler, etc. Et en fait, là où il y a eu, alors, je sais pas, peut-être synchronicité, loi de l'univers, loi d'attraction, j'en sais rien. Hmm. Mais en fait, il y a eu ce côté où je me suis dit, non, là, je dois arrêter tout ça. Et en fait, là où j'ai vraiment de la chance d'avoir une femme extrêmement intelligente et brillante, on est mariés depuis 16 ans et c'est juste incroyable ce qui s'est passé, justement, ce choc émotionnel qu'on a eu ensemble. C'est qu'elle elle a compris que ce qui me tenait vraiment à cœur, en fait, c'était d'accompagner les gens et toute cette partie coaching que je voulais mettre en place. Et en fait, quand elle a vu l'enthousiasme avec lequel je parlais de ça, elle m'a dit, écoute, ça, tu aimes le faire, vas-y, fais-le. Et peu importe les galères qu'on va avoir, et on en a eu, peu importe ce qui va se passer au niveau financier, on va peut-être galérer, mais je sens que c'est quelque chose qui va te faire réussir, vas-y. Et en fait, ça n'a pas loupé, c'est-à-dire que pendant un an, on a vraiment galéré, tu vois, avec deux enfants, plus les fins de mois, plus tout a été extrêmement compliqué parce que tu dois te former, tu dois trouver une stratégie business et tu dois ensuite trouver des clients pour faire en sorte que tout ça se mette en place. Donc ouais, ça a été le parcours du combattant pendant un an, j'ai galéré, mais là pour le coup, tu vois, le fait d'avoir quelqu'un, enfin la personne la plus proche de toi qui te soutient, Hmm. moi ça m'a fait soulever des montagnes. Et là aujourd'hui, après avoir traversé tout ça, ce qu'il en ressort, c'est qu'on est plus fort ensemble, déjà avec ma femme, et qu'aujourd'hui, je suis pleinement épanoui parce que j'ai justement traversé tout ça en étant encore plus fort qu'avant par rapport à ce que je veux et d'avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus précise de ce que j'attends de la vie et de ce que j'attends justement de mon business aujourd'hui, quoi. Donc, des épreuves, mais encore une fois, le mindset, c'est vraiment de se dire, voilà, il y a tout ça, mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, et puis surtout, je suis quand même, je reviens de loin. Est-ce que je continue à reprendre les mêmes schémas, donc le salariat, et voilà, et on repart sur les mêmes trucs, tu vois, au détriment d'y laisser la santé, parce que là, j'y ai vraiment laissé la santé, Hmm. ou je fais quelque chose qui est écologique pour moi, et je reprends tout ça en main, et je me dis, voilà, là, c'est vraiment moi, c'est vraiment ce que j'aime faire, et c'est ce que je veux plus tard dans ma vie.
Et là, oui, Génial. là, réalignement total. Et comme je dis, je remercierai jamais assez ma femme pour ça, c'est qu'elle m'a suivi même dans les pires galères et Mmh. ça, c'est fort, quoi. Et Mmh. c'est là où justement, il y a quelque chose qui s'est construit de fort, moi, qui m'a permis de transcender tout ça. Et aujourd'hui, bah, on est à nouveau réépanoui, on vit bien, et voilà, on est revenu et ça continue à monter parce que du coup, la stratégie est payante et aujourd'hui, je remercie et je suis dans la gratitude de chaque instant que je vis parce que je reviens de très, très, très loin. Ouais. J'adore ce que tu partages, par rapport au fait d'avoir eu ces épreuves dans ta vie et qui finalement, n'ont fait que, te renforcer toi, mais renforcer également ton couple, renforcer les liens que tu partages avec ta femme et heu et c'est vraiment quelque chose que j'admire et limite quand tu me dis ça, ça me fait hérisser tous les poils de mon corps parce Merci. que tu vois les gens comprennent enfin les gens. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que passer des obstacles quand on veut envisager quelque chose de plus grand, c'est nécessaire et que c'est au travers de ces obstacles et de ces épreuves qu'on en ressort grandi, qu'on en ressort plus grand et avec une meilleure version de soi et ce que tu partages, ça illustre très bien tout ça. Donc je te remercie infiniment déjà pour nous partager tout ça. À toi. Merci C'est de m'avoir. vraiment, très inspirant. Merci. Tu parlais de cette triptyque-là, du fait de t'être formé, du fait d'avoir, eu à chercher des stratégies business et aussi de trouver tes clients. Mhm. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que le fait d'avoir trouvé tes premiers clients, ça a permis, je sais pas, d'activer le bouche à oreille et du coup, il y a d'autres personnes qui viennent à toi, automatiquement? Ou est-ce que aujourd'hui, c'est plutôt au travers de, je sais pas, est-ce que tu as une chaîne YouTube? Est-ce que tu as ton site qui te ramène des clients ou est-ce que tu as une stratégie autre que ça? Alors en fait, quand j'ai commencé, c'était effectivement le bouche à oreille parce que je pense que voilà, il y a beaucoup de coachs qui sont dans cette situation-là. On pense souvent que voilà, on va le premier truc, c'est je vais faire des cartes de visite, je vais faire un site internet et tu sais les trucs entre guillemets qui rapportent rien du tout quoi, en fait. Mmh. Et la stratégie, pour moi, elle est venue bien plus tard et en me posant les bonnes questions et puis en rencontrant aussi les bonnes personnes. Parce que sur mon parcours, bah, il y a eu des gens comme Gwendoline Meyer, que Mmh. tu connais aussi, Ouais. qui m'ont vraiment orienté, qui m'ont montré la voie quoi, pour un vrai business qui rapporte. Et au départ, on pense que voilà, on a un talent, on a un don que la vie nous a fait et que ça va arriver comme ça et que tout le monde va être au courant et que on fait un site internet, on distribue des cartes, etc. Enfin, ça, si tu veux, voilà, c'est la première année. Et la première année de galère, parce que du coup, tu ne rentres pas de clients, tu n'as pas de stratégie, tu n'as rien. Et Mmh. en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des rencontres, et moi je crois beaucoup, beaucoup aux rencontres, j'ai commencé justement à m'intéresser à toute la stratégie plutôt web marketing, Ouais. mais également aussi au fait d'avoir des mentors. Parce que la première des choses, en fait, c'est de trouver un mentor, bah déjà qui soit aligné avec toi, avec tes valeurs, avec ce que tu es profondément, pour pouvoir justement prendre son exemple à lui, parce que lui, il a déjà traversé tout ça, et t'inspirer de son parcours. Et à partir de Mmh. là, en fait, dès que j'ai trouvé mes mentors, il y a comment dire, beaucoup de rencontres qui se sont enchaînées. Et puis, bah, au terme de tout ça, en fait, j'ai enfin compris que c'était la stratégie, mais surtout le cœur de tout ça, les clients, c'est-à-dire la cible que je visais qui était importante. Et en fait, à partir du moment où tu as ta cible, bah, tu construis en fait toute ta stratégie autour de ça. Mais une des choses fondamentales, c'est que je n'ai jamais eu autant de résultats qu'à partir du moment où je me suis fait accompagner moi-même, que je me suis fait coacher moi-même par un business coach. Et ça, aujourd'hui, je pense que je le redis quasiment à chacune de mes interviews, mais le fait d'être accompagné te met un coup d'accélérateur en fait incroyable. Et effectivement, trouver des personnes bah, qui soient dans la même énergie vibratoire que toi, dans le même alignement que toi, bah, te permet toi bah, d'immédiatement en fait de comprendre ce que la personne veut t'apporter et d'accélérer encore plus vite au niveau business. Et ça, effectivement, la première année, moi je l'ai pas compris et je suis peut-être plus lent que la moyenne aussi. J'ai mis du temps à comprendre les choses, Internet, les réseaux sociaux. Enfin, ce que tu dois comprendre aussi, c'est que quand je suis arrivé dans les réseaux sociaux, pendant 23 ans, j'avais ni Facebook, ni Instagram,
ni LinkedIn. Alors, j'avais juste LinkedIn, un compte professionnel que j'utilisais pour le boulot et encore. Pas de YouTube, rien du tout. Et donc, cette année-là, pour moi, ça a été l'année de toutes les expérimentations. Donc, comme tu fais tout et n'importe quoi, eh ben, tu n'obtiens aucun résultat. Ouais. Donc, du coup, pendant la première année et demie, ça a été plus pour moi une année et demie d'apprentissage pour connaître, pour comprendre l'écosystème des réseaux sociaux, du business, etc., etc. Et au bout d'un an et demi, je commençais enfin à maîtriser tout ça et j'avais une chaîne YouTube, j'avais un compte Instagram, Facebook, etc. Et l'optimisation a commencé que depuis l'année et demie après, donc ça fait un an et demi maintenant que je suis dans l'optimisation de tout ça et que j'ai mes vrais résultats que j'ai aujourd'hui. Et ça, franchement, la première année et demie, mais enfin, l'histoire des cartes, encore aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais l'argent que j'ai foutu en l'air pour des cartes de visite, Carte de quoi. visite. Et faut arrêter, quoi. Il y a Ok. encore des gens qui croient qu'avoir une carte de visite, c'est le top. Ouais, je te donne ma carte. Ouais. J'ai une pile de cartes comme ça que j'ai foutu à la poubelle très récemment parce que le destin d'une carte de visite, c'est justement de terminer à la poubelle. Donc, Donc moi, autant les mettre à la poubelle maintenant et pas voilà, que. franchement, foutez-les à la poubelle et la carte de visite, votre entreprise, c'est vous, quoi. C'est pas la carte de visite dont les gens vont pas se souvenir, quoi. Tu vois. Et j'ai même mis une stratégie au point d'ailleurs là-dessus sur les cartes de visite. Enfin bref, ça fait partie, tu vois, des croyances qu'on a au départ quand on se lance dans un business, on croit des choses. Et en fait, c'est des croyances limitantes. Et tant que Hmm. tu n'as pas trouvé le bon mentor, le bon coach qui va t'accompagner et t'ouvrir les yeux là-dessus, en fait, tu peux passer un an et demi, 2 ans. Il y a encore des gens qui cherchent au bout de 2 ans, 3 ans, quoi, qui Hmm. croient que non, finalement, c'est pas comme ça que ça marche, etc. Donc, c'est c'est vraiment la base, je pense. Et aujourd'hui, pour être un peu plus précis par rapport à ce que tu as dit, quel est ton canal finalement qui va venir t'apporter le plus de clients? Est-ce que c'est par rapport à ton réseau? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est ta chaîne YouTube? Est-ce que tu fais de la pub peut-être sur Facebook ou autre? Alors en fait aujourd'hui j'ai allié en fait les trois. Là en fait en ce moment enfin tu le sais, il y a Instagram qui est en train d'exploser. Mhm. Là je vais essayer de recentrer moi mon énergie et mes forces là-dessus parce que là Ok. j'ai refait une campagne de nouvelles photos avec des citations inspirantes que je suis en train de mettre en avant et puis je vais essayer de faire plus de live. Mais là ce qui marche bien pour moi en fait c'est vraiment Facebook et la pub Facebook parce que c'est là où il y a le plus de répondants, où les gens sont le plus interactifs en tout cas pour moi. Et la chaîne YouTube, bon, que j'ai peut-être pas encore développée comme toi aujourd'hui, mais c'est une petite chaîne YouTube qui est, en tout cas maintenant, j'y ai travaillé tout l'été. En fait, j'ai remasterisé toute la chaîne avec les vignettes, les mots-clés, etc. J'y ai passé 2 mois, des nuits blanches, vraiment à tout remettre en place. Et effectivement, c'est les deux canaux, je dirais, principaux pour moi aujourd'hui. C'est vraiment Facebook, puis Facebook. Et aujourd'hui, je vais mettre l'accent, donc je Sur continue à Insta. mettre l'accent sur YouTube, mais surtout l'accent sur Insta qui est en train d'exploser. Parce que c'est justement ça qui m'intéresse, c'est l'interaction qui est plus directe et les gens sont plus directement connectés. Et Ok. je pense qu'il y a ce côté interactif, l'immédiateté en fait, qui fait que les gens sont peut-être plus réceptifs aussi, quoi. Ouais. Ok. Alors, tu parles d'interactivité et c'est une excellente transition pour ce que je voulais faire par la suite. Donc, pour ceux qui écouteraient cet épisode de podcast juste en audio et pas sur la chaîne YouTube, sachez que je suis avec les personnes de mon mastermind. Donc, à partir de maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat ou même activer votre micro directement. C'est à vous. En tout cas, moi, j'admire le parcours et j'adore ces histoires bah, qui ressemblent un peu à mon parcours, en fait. Ces histoires de personnes qui ont été salariées pendant un peu trop longtemps et qui arrivent ensuite à bien s'en sortir en tant qu'entrepreneur. Et du coup, j'aime beaucoup, en fait, découvrir ce genre de parcours. Donc, Mehmet, merci à toi déjà. Merci. Les Merci. transfopreneurs, est-ce que vous avez des questions à poser à Mehmet? Vas-y, Sophie, je t'active ton micro. C'est bon, vas-y. Merci. Oui, Mehmet, je voulais savoir, en fait, on a un peu le même parcours, pas le côté salarial, puisque moi, je suis entrepreneuse depuis 20 ans. Ma dernière entreprise date d'il y a 2 ans où on a fait une liquidation judiciaire. Et donc, j'ai eu un an, effectivement, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et là, je suis sur un an où les stratégies commencent à se mettre en place.
effectivement, à trouver des mentors, etc. Et je voulais savoir comment tu avais géré l'émotion de l'incertitude, en fait, parce qu'il y a le côté financier, effectivement, qui entre en jeu, qui est énorme, surtout quand tu as une famille et que nous, c'est pareil, c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là. Donc, je voulais savoir un petit peu comment tu avais géré ça. Donc, gérer, si je comprends bien, hein, pour toi, c'est gérer l'émotion et l'incertitude, c'est ça? C'est ça, l'émotion de l'incertitude. Ah, l'émotion de l'incertitude. Bah oui, non, mais c'est ça, parce qu'en fait, du coup, ça, c'est vraiment, je trouve que ça nous ralentit sur beaucoup de choses, même si on a beaucoup avancé, on a toujours ce poids derrière qui nous tire en arrière un petit peu, parce qu'on fait des choses, mais on n'est pas sûr et on a un peu peur que ça aboutisse pas. Alors en fait, là-dedans, moi, ce que je vais t'inviter à faire, en fait, c'est réfléchir à ton focus. Et ce qui se passe en fait dans les périodes d'émotions intenses comme ça, on est focus en fait sur les mauvaises choses. Et les 3 focus principaux que je t'invite vraiment à revoir, c'est le premier en fait, c'est le focus sur ce que tu as. En fait, l'une des premières choses que tu fais quand tu es dans l'émotion, déjà, ce qu'il faut savoir, alors ça je l'ai appris avec les neurosciences et la PNL, c'est que quand tu as une émotion comme la colère ou le stress, en fait, sache que la colère produit du cortisol et qu'elle inhibe à peu près 60% de ton cerveau. Ce qui veut dire qu'en termes de capacité de prise de décision, tu n'es plus qu'à 40% de tes capacités. C'est-à-dire que c'est ton cerveau reptilien qui finalement, dans des moments d'émotion intense, va prendre les décisions à ta place. Donc déjà, quand tu es dans l'émotion, l'une des premières choses, c'est de changer d'état et de sortir de l'émotion pour justement pouvoir prendre des décisions saines. Et en fait, le focus, c'est le dialogue interne, c'est le dialogue que tu as avec toi-même en fait. Et dans des moments où ça va pas du tout, l'une des premières choses que tu fais, et c'est humain, c'est que tu te focalises sur ce que tu n'as pas, sur ce qui est en fait le plus pire en toi, sur ce qui est le moins bon en toi en fait. Et dans la vie, si tu le sais, puis comme tu es dans le mastermind de Vanak, tu sais très bien que dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Donc en fait, peu importe ce qui se passe, finalement, c'est juste un indicateur sur ton chemin qui te dit, bah voilà, ce que tu as fait, ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, nous, en tant qu'humains, on va tout de suite se focaliser sur ce qu'on n'a pas et sur ce qui ne va pas. Donc en fait, quand tu fais ça, ça touche directement à l'estime de toi. Et donc moi, dans ces périodes-là, ce que je faisais, en fait, j'allais faire du sport. C'était mon moyen à moi, si tu veux, d'évacuer tout ça. Le deuxième focus, dans ce problème de l'estime de soi, tu dois avoir aussi le focus de ce que tu as, en fait, mais tu dois le faire de façon bienveillante. Si tu ne le fais pas, en fait, si tu n'es pas en amour avec toi-même et en bienveillance avec toi-même, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que tu seras toujours dur avec toi-même et tu verras la vie que comme ça, en fait, pour toi-même. Donc, tu ne pourras pas le voir de façon bienveillante. Donc, rester bienveillant aussi avec toi. Et le deuxième focus que je te propose, en fait, c'est quand tu vas en fait réfléchir sur un objectif ou sur un business que tu veux monter, focalise-toi en fait sur le business et par exemple, si tu es dans l'entrepreneuriat, je sais pas, ta cible, tes clients par exemple, de te focaliser en fait sur eux et pas sur toi. Et ça change fondamentalement les gens. Pourquoi? Parce que finalement, c'est pas toi qui es en ligne de compte, c'est-à-dire que c'est pas toi qui es là-dedans, mais c'est ce que tu vas apporter à ces gens-là. Et en fait, quand tu commences à t'occuper des autres, tu arrêtes de penser à ça et de penser à toi justement. Et comme la cible, ça devient les autres, bah, du coup, tu mets toute ton énergie en fait pour régler le problème, la douleur de tes clients ou ce que tu dois leur apporter comme transformation dans ton service par exemple. Et le plus important finalement, c'est de changer de focus et de refocaliser en fait toute ton attention et ton énergie sur quelque chose qui sera positif pour eux et positif pour ton business du coup, parce que on part du principe aussi en PNL que tout ce sur quoi tu te focalises devient ta réalité. Donc, si ta réalité, c'est tous les jours de te focaliser « Oh, mon compte bancaire, oh, ça va pas, machin, elle m'a dit ça, oh, j'ai ça », bah, normal, ta réalité, elle se transforme par rapport à ce que tu penses. Donc, en fait, ton focus, il devient ta réalité. Donc, en fait, ces deux moyens-là, le dialogue interne, la bienveillance que tu as avec toi, plus de tourner le focus sur ta cible et ce que tu veux atteindre, a beaucoup plus d'impact sur le changement. Et effectivement, comme je te le disais, moi, pour me débarrasser de ça, je faisais du sport et je me mettais à fond sur qui est-ce que je voulais aider.
Et le troisième focus, et comme ça je répondrai, j'espère, à ta question, c'est vraiment en fait un focus sur tes actions et pas sur tes pensées. En fait, il y a ce qu'on appelle les saboteurs internes. Tu sais, moi j'ai fait un post et une publicité Facebook là-dessus. C'est la connasse intérieure que tu as en toi, en fait. J'aime bien le dire comme ça, mais le connard intérieur qu'on a à l'intérieur de nous qui nous dit « Putain, mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi ?» Et en fait, ce connard intérieur qui est en toi, en fait, finalement, c'est lui qui te retient. Et c'est lui qui fait que tu captes toutes ces ondes négatives qu'il y a autour de toi. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, tu as un saboteur interne. Et si ce saboteur interne est en connard intérieur, en mode connard intérieur, qu'est-ce que tu fais? Tu vas capter toute la négativité qu'il y a dans ton entourage. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu as un entourage qui est nocif, la première chose sur laquelle tu dois absolument ne pas te focaliser, c'est eux. Et pour les faire taire, pour faire taire et le saboteur interne et ton entourage, il n'y a qu'une seule chose qui met tout le monde d'accord, c'est tes actions. Si tu fais et que ça fonctionne, là, tu fermes le clapet de tout le monde, même du connard qui est à l'intérieur. Bon, bah, écoute, je te remercie parce que c'est le travail en gros que je suis en train de faire depuis 2-3 semaines. J'ai identifié à peu près ça. Je vois que ça commence un petit peu à avancer, mais du coup, tu me confirmes que je suis sur la bonne voie et du coup, ça fait du bien. Complètement, et sache que tu es au point où en fait les résultats vont arriver. Donc, tiens bon et continue. Oui, je le sens. Après, le plus difficile, c'est le côté physique. Parce que la tête, elle a relativisé tout ça, elle a compris tout ça, etc. Mais des fois, c'est inscrit, mais dans le corps, en fait. Alors, le corps, le sport. Fais vraiment, dès que tu peux, fais du sport. Et pareil, quand tu as une émotion, change d'état. Changer d'état, ça veut tout simplement dire te lever. Moi, ce que j'adore faire, c'est les jumping jacks. Tu sais, tu sautes. Et franchement… Vanak aime bien ça aussi. Voilà, Oui, j'aime tout, moi, dans le sport. Change d'état, vraiment, c'est se libérer des émotions. Et en PNL, on dit souvent que tes émotions, en fait, sont comme une monture. Alors imagine, si c'est la monture qui dirige ta vie, imagine que cette monture, c'est un pur sang texan qui bouge dans tous les sens. Mais imagine, tu passes toute une vie comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc tes émotions, c'est toi qui les maîtrises. Et un des moyens, c'est de changer d'état tout simplement et de passer à autre chose. Et le sport aide beaucoup à ça. J'essaie d'apprendre à me connecter sur la joie. Ah ouais, énorme la joie, énorme. Avant de faire quelque chose, au lieu de stresser, d'être joyeuse, de le faire. C'est une émotion féminine, parce que tu sais, il y a des émotions masculines comme la colère, et la joie, c'est une émotion féminine, il faut la cultiver. C'est ce que je fais au quotidien. L'émerveillement aussi, s'émerveiller des petites choses. C'est l'émerveillement en fait de l'enfant, parce que ça, on l'a perdu en tant qu'adulte. On n'arrive même plus à s'émerveiller. Et puis tu sais, en France, on a cette mentalité on est blasé de tout. Alors, tu vas à Paris, et c'est pour ça que je déteste aller à Paris, c'est tu vas à Paris, tout le monde est blasé tout le temps. Plus d'émerveillement, plus rien. C'est clair. Mais mon blog s'appelle Les petits bonheurs d'entreprendre, donc t'inquiète pas. Le bonheur est présent. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ta réponse, Mehmet. C'est effectivement très intéressant. Donc, si je récapitule les 3 focus, focus sur ce que tu as, focus sur qui tu veux aider, et troisième, focus sur tes actions. C'est ça qui va faire taire les autres, ton connard interne et toutes les personnes qui, autour de toi, véhiculent de la négativité. Est-ce qu'il y a une autre question parmi les transfopreneurs? Vas-y, Jean-Philippe, je t'allume ton micro. Ou on l'a allumé en même temps. Vas-y, je te laisse faire. Ça va être bon. Bonjour Mehmet, merci beaucoup pour tout ce partage. C'est très très sympa et agréable à entendre. Merci à toi. J'ai 2 questions. La première, alors je ne sais pas si elle va être la même que Sophie, parce qu'en fait, malheureusement, j'ai eu un problème réseau au moment où Sophie posait sa question, donc j'ai eu toute la réponse, mais je ne sais pas ce qu'elle a posé comme question. Moi, ma question portait sur Alors, tu as déjà donné des éléments de réponse, mais je voulais quand même la poser pour voir si tu avais des choses spécifiques. C'était sur comment faire pour arrêter la procrastination intelligente. Moi, je suis un expert là-dedans. Ce que j'entends par procrastination intelligente, c'est faire plein de tâches qui sont sur le papier utiles, mais en fait, elles ne sont pas prioritaires et franchement, j'avais d'autres choses à faire, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais toi sur ça? Donc,
si je comprends bien, toi, tu es en train de me dire je suis un procrastinateur professionnel. Non, je pense qu'au contraire, tu as réussi à dépasser ça. Donc, non, mais en fait, si effectivement tu as ces périodes de procrastination, ce qui arrive régulièrement, même aujourd'hui, alors là, je l'avoue, parce qu'il y a des fois, j'ai pas envie. Quand j'ai pas envie, en fait, je ne force pas. D'accord? Non. Et par rapport à la procrastination, ce que tu dois savoir, en fait, c'est que la procrastination est en rapport aussi avec le dialogue interne. Et quand tu arrives chez toi et que à l'intérieur, en fait, ce qui se passe ici, on te dit le canapé, c'est mieux avec la télé, c'est qu'en fait, tu n'es pas encore dans l'obsession de ce que tu veux faire. Et en fait, pour moi, l'obsession est importante. C'est comme ça que j'ai réussi à vaincre la procrastination. C'est que aujourd'hui, en fait, il y a deux paroles inspirantes que j'avais lues il y a très récemment. C'est quand regarder en arrière ne t'intéresse plus, c'est que tu es exactement aligné pour faire ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu trouves encore le moyen de procrastiner, c'est que ce que tu fais n'est pas encore obsessionnel. Alors, j'associe l'obsession à l'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a Idriss Aberkan qui fait des conférences extraordinaires sur le sujet et lui, il associe deux choses en fait pour vaincre la procrastination, c'est amour et temps. Et là-dedans, en fait, il y a deux concepts très intéressants, c'est que tant que tu n'es pas en amour pour ce que tu fais, tu continueras à procrastiner. Mais l'amour, en fait, il commence par toi. Ça veut dire que même à ton niveau, dans ton dialogue interne, il y a des choses en fait que t'as pas, avec lesquelles tu n'es pas encore pleinement en amour. Et en fait, si tu veux pouvoir donner de l'amour, donc pour un business, pour un entourage, pour des gens que tu aimes, il faut d'abord que tu commences par t'aimer toi-même. Et je sais que ça a l'air simple comme ça à dire, mais j'ai mis 2 ans à comprendre ça pour te faire le schéma. Pourquoi? Parce que je suis un peu lent à la détente aussi, faut le dire, mais parce que au niveau en fait émotionnel, ce qui me bloquait en fait, c'est que j'avais plein de petits paramètres qui m'empêchaient en fait, au niveau de mon estime, au niveau de ma confiance, qui m'empêchaient pleinement d'aimer ce que j'étais. Et en fait, c'est en lien directement avec la procrastination parce qu'en fait, tant que tu ne t'aimes pas, tu n'as pas confiance en toi. Et comme tu n'as pas confiance en toi, en fait, il y a le petit saboteur interne à côté qui dit « mais laisse tomber, tu feras ça plus tard. De toute façon, là, tu n'es pas encore pleinement confiant là-dedans. » Et en fait, c'est toujours lié à ça parce que l'amour de toi va faire en sorte que tout ce que tu vas faire, tu vas le faire avec amour. Et tout ce qui est fait avec amour, que ce soit un gâteau au chocolat ou un business, c'est toujours bien fait. Et pour ça, le deuxième paramètre, c'est le temps. Et là, je te pose juste une question. Tu as quel âge aujourd'hui? 43 ans. 43 ans, j'ai 42 ans, Jean-Philippe. Donc, à 42 ans, en fait, sache que la durée moyenne, et ça, je pense que Vanna qui vous en a sûrement parlé, la durée moyenne d'un homme, en fait, en France est de 82 ans. Donc, 82 ans, ça veut dire que tu as 30 000 jours à ton actif. 30 000 jours, et après, c'est terminé. Donc là, tu as un crédit temps de 15 000 jours déjà, je pense, utilisé. Donc, il te reste 15 000 jours. La vraie question, c'est si tu sais que tu as de l'amour pour quelque chose, où est-ce que tu vas dépenser le temps qui te reste? Est-ce que tu vas le dépenser en procrastination à rester devant la télé? Ou est-ce que tu vas, de façon obsessionnelle, penser toujours à l'amour de ta vie? Toi en premier, et peut-être ton business. Ou peut-être ta femme ou qui tu veux. Mais utiliser cet amour de façon efficiente. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je fais de mon amour et de mon temps? Merci. Est-ce que ça répond déjà à ta question ou... Oui, ouais, c'est très intéressant. Ouais, Maguette qui confirme dans le chat que c'est très puissant. Mais c'est vrai, finalement, j'ai pas été dans cette approche de mesurer, tu vois, le nombre de jours, mais avoir en tête que oui, tu as un crédit temps de 30 000 et que si tu as à peu près 40 ans, il t'en reste plus que 15 000, ça met tout de suite voilà, ça te permet de prendre du recul par rapport au temps qui te reste et que du coup, ce serait bien de ne pas perdre du temps ou des journées inutilement. Donc, je te remercie et je pense que Jean-Philippe aussi te remercie. Oui, merci. Avec plaisir. Accélère, Jean-Philippe. Accélère, c'est ça que ça veut dire. Accélérez tous. Accélérez. Bouge ton cul. Oui. Ouais, je t'aurais pas dit comme ça, mais bon, oui, toi.
Jean-Philippe, tu avais une deuxième question? Oui, c'était plus technique. Donc, tu disais qu'au final, un de tes canaux principaux, c'était le Facebook, sur la partie pub, mais aussi plus en système naturel. Qu'est-ce que tu fais spécifiquement? Est-ce que c'est des posts sur ton profil à toi? Est-ce que tu vas sur des groupes? Est-ce que tu as une démarche? Est-ce que tu utilises des outils annexes? Voilà. Alors en fait, la stratégie, je pense que Vanak a sûrement dû vous faire ce genre de stratégie aussi, c'est effectivement tout ce que tu viens de citer. Donc la première des choses, c'est effectivement sur mon profil. Alors, tu le sais, sur les réseaux sociaux, si tu veux avoir de la visibilité, c'est poster tous les jours. Donc ça, je poste tous les jours sur tous mes réseaux. Ce que je fais par contre, le premier endroit où je poste, c'est ma mailing list. Pourquoi? Parce que les gens qui se sont inscrits sur ma mailing list, ça veut dire que c'est des gens qui sont déjà ultra chauds pour bosser avec moi. Donc, la première chose que je fais, dès que je me lève le matin, j'écris d'abord à ma liste. Une fois que j'ai écrit à ma liste, en fait, je prends ce que j'ai écrit sur ma liste et je la diffuse sur mes réseaux sociaux. Donc, avec, pareil, soit de l'image, soit de la vidéo, et je fais ça tous les jours. Deuxième levier, c'est effectivement, ça c'est le naturel, hein, c'est ce que je fais moi au quotidien. Le deuxième levier naturel, c'est effectivement de faire un maximum de live parce que les algorithmes, en fait, Facebook, Insta et tout, privilégient justement les lives. Donc, dès que je peux, et là, j'en ai pas fait depuis un moment, je refais des lives. Et ce que j'aime bien faire, c'est faire le live en fait en simultané sur Facebook, YouTube et Instagram en même temps. Du coup, j'ai la simultanéité en fait à chaque fois que je fais mes lives. Et le but là-dedans, en fait, quand tu fais tout ça, c'est déjà pour moi, en tout cas, c'est sincèrement d'amener de la valeur et des outils utiles immédiatement. Et ce que je fais, c'est qu'à chacun de mes lives, en fait, je veux que les gens repartent avec quelque chose d'utile et d'utile vraiment immédiatement, quelque chose qu'ils puissent utiliser immédiatement. Donc, mon leitmotiv, c'est vraiment d'amener de la valeur. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, j'ai à côté de ça donc le mécanisme Facebook. Donc là, c'est de la publicité Facebook avec un texte, une photo ou une vidéo qui tourne sur les personnes qui vont être ultra hautement qualifiées et à l'intérieur duquel je propose un webinaire dans lequel les gens s'inscrivent, regardent le webinaire et après ils viennent prendre un rendez-vous avec moi en direct. Voilà. Ok, merci. Quand tu dis tes lives en simultané sur YouTube, Insta et Facebook, tu utilises un outil en particulier ou tu as 3 téléphones? Alors non, en fait, sur mon Mac, parce que j'ai un Mac et mon iPhone, je l'utilise pour Instagram. Et sur mon Mac, en fait, je lance Facebook et YouTube en même temps. Et ça fonctionne. Ok, ça marche. Et là, encore une fois, c'est pour être efficient, c'est que ça me fait gagner du temps sur YouTube parce que sinon, je suis obligé de repiquer mes lives que j'ai fait sur Facebook, les remettre sur YouTube, téléchargement et compagnie. C'est vraiment juste pour être plus efficient. Ok, ça marche. Voilà. Je te remercie pour ces partages. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les transfopreneurs? En tout cas, on a eu de belles questions déjà entre Sophie qui demandait donc comment gérer l'émotion de l'incertitude et les deux questions de Jean-Philippe. Comment faire pour arrêter la procrastination intelligente et finalement un peu plus technique sur comment est-ce que tu utilisais les différents canaux sur les réseaux sociaux pour passer ton message. Vas-y Sophie. Ouais, j'ai une autre question qui est sur les mentors. Je voulais savoir, tu as parlé des mentors tout à l'heure, donc je voulais savoir quels étaient tes mentors. Si tu t'es arrangé pour les rencontrer tout de suite ou si vraiment c'était par YouTube où tu les as suivis beaucoup ou comment tu as fait par rapport à ton mentoring. Voilà. Ok. Alors en fait, en PNL, on part d'un principe simple aussi qui est d'être le moins normatif possible. Alors, quand je dis ça, c'est pour justement ne pas citer mes mentors. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je te l'ai dit, en fait, tu vas peut-être aller t'intéresser, peut-être que tu vas être intéressé et tout. Normalement, je ne devrais pas le faire. Mais là, je vais le faire parce que c'est Vanak et parce qu'on est là ensemble. L'un de mes premiers mentors, et je sais qu'il peut être controversé, mais c'est le numéro 1 mondial aujourd'hui, c'est Tony Robbins. Et c'est lui qui m'a inspiré dans beaucoup de choses. Mais alors lui, ça fait peut-être 10 ans maintenant, 12 ans que je le suis. Et depuis le début, en fait. Et l'idée, c'est que quand tu as quelqu'un en mentor comme ça, eh bien voilà. Parfait. Donc là, Vanak vient de montrer un livre. Et c'est lequel celui-là? C'est
Pouvoir illimité. Pouvoir illimité, voilà, Unlimited en anglais. Power. C'est Voilà. ton livre de chevet? C'est en fait la référence dans laquelle il a utilisé le plus de techniques PNL parce que figure-toi qu'il a été formé en direct live avec les co-créateurs de la PNL, donc Richard Bandler et John Grinder. Donc forcément, moi le premier livre que j'ai lu de lui, c'était ça, c'était tellement puissant, je me suis dit, mais putain, c'est ça en fait. Et à partir de là, voilà, ça a été pour moi le fil conducteur. Alors aujourd'hui, c'est le numéro 1 mondial, il est milliardaire, reconnu par tous, par les célébrités, les politiques, enfin tout le monde. Et pour moi, c'est l'exemple à suivre, je dirais, en termes de réussite. Après, j'en ai d'autres, mais je préfère te donner celui-là qui est plutôt universel et qui va parler vraiment à tout le monde. Parce que tout le reste, après, j'ai envie de dire, c'est aussi à vous de trouver ce qui fait écho en vous, en fait, ce qui résonne en vous. Voilà. Parce que on peut avoir tous des sensibilités différentes. Alors moi, je suis plutôt dans le cash et dans le direct. Donc, j'aime bien les gens comme Gary Vaynerchuk. Je ne sais pas si vous connaissez. Gary V. Voilà, c'est plutôt la parole directe. On y va cash et on arrête de se bullshiter le cerveau, quoi. Voilà. Et je suis plutôt, tu vois, dans l'instantanéité, vraiment aller à l'essentiel et être dans l'efficience. Donc, je pourrais te citer Gary V. Je pourrais te citer dans les coachs français aujourd'hui, pour moi, qui est le numéro 1 français, qui s'appelle Steve Abdelkarim, qui est beaucoup plus cash aussi. Après, il y en a d'autres qui sont reconnus dans la francophonie aussi, qui peuvent être Franck Nicolas et Max Piccinini. Alors, qui sont pas du tout, j'ai pas d'énergie vibratoire par rapport à eux, mais qui sont des leaders, qui sont vraiment aujourd'hui dans le mentorat, qui ont vraiment dans la francophonie un grand écho et qui parlent à beaucoup de monde, quoi. Tu parlais donc. Merci beaucoup. Avec plaisir. Par rapport à Tony Robbins, donc tu lis des trucs de lui, tu regardes ses vidéos, tu l'écoutes. Je ne sais pas s'il doit sûrement avoir des podcasts aussi. Ouais. Tu le suis aussi sur ses séminaires. Est-ce que UPW ou d'autres séminaires, tu as assisté à ces… Alors, aujourd'hui, j'ai pas encore eu l'occasion de faire un de ces séminaires en live, vraiment y aller et tout, parce que déjà au niveau business, le temps que je me construise et tout, j'avais pas encore, tu vois, l'aspect finance. Là aujourd'hui, j'ai l'aspect finance, mais j'ai plus de temps. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est voilà, je fais des séminaires, mais j'essaye d'avoir en fait, là, je suis sur la phase, si tu veux, où je suis en train d'envisager en fait de plus en plus d'automatiser, mais aussi de déléguer. Donc là, je suis dans une espèce de transition. Donc j'espère pouvoir avoir plus de temps pour faire plus de séminaires avec lui, parce que mon rêve ultime, ce serait d'aller directement à San Diego, là où il fait le séminaire, tu vois, chez lui, quoi, en fait. Et ce serait vraiment d'aller là-bas directement. Donc j'ai déjà mis ça dans ma bucket list. Je sais que c'est un truc que je vais faire, mais il y a encore un petit peu de temps avant que j'y arrive. Par contre, me former, oui, toujours, je suis abonné chez lui à sa newsletter, donc je reçois toujours les podcasts qu'il fait, je lis des livres, je relis même les livres qu'il a écrits, et c'est vraiment pour moi une source d'inspiration continue parce que il est à la pointe, en fait, tout ce que lui fait, tous les coachs le font après. Donc, en fait, si tu veux, c'est lui en fait qui pose un jalon sur quelque chose, en fait, et du coup tout le monde fait la même chose derrière. Là, par exemple, tu vas sur son site, il a mis en place un quiz, tu sais, pour déterminer quel genre de profil tu as. Et bien là, tu peux regarder sur tous les sites des autres coachs. Maintenant, tu as ça aussi. Donc, l'idée, c'est que c'est le précurseur de tout. Donc voilà, tout le monde se nourrit à sa source et je trouve ça grandiose, quoi. Super. Joachim a levé la main, mais je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. Il y a Maïra, apparemment. Ouais, alors Maïra, donc je te propose, Pierre, de Oui, te donner la parole. Ah non, Joachim, vas-y Joachim, c'est bon. Ouais. Et Pierre après. Du coup, moi je voulais revenir sur ce que tu as dit. Déjà, merci pour le partage, Mehmet. Avec plaisir, merci. Tout ce que tu as donné. Et j'aimerais rebondir encore une fois sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à l'opinion de soi, l'amour de soi, etc. Et le passage à l'action. En fait, moi justement, ce qui me bloque, c'est le passage à l'action. Et j'aimerais savoir les exercices que toi tu préconises pour justement passer à l'action de plus en plus, en fait. Ouais, on va peut-être baisser la musique. Alors, déjà, merci pour ta question, Joachim. Alors, le truc, c'est que là, en fait, dans ce que tu me dis, ok,
passage à l'action, en fait, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Si tu pouvais m'en dire plus sur ce qui te bloque. Ouais, en fait, comment dire? Moi, ce qui me bloque, c'est le rejet. Pardon, Rejet. Le rejet. Le rejet. le En rejet fait, de, la peur d'être le rejet de qui? La peur d'être rejeté, je pense, de son de, entourage, de, j'imagine. de mes clients, en fait. Ok. Allô? Ouais. Et cette peur de rejet de tes clients? Le Waouh, ça coupe, j'entends plus rien. truc, en fait, c'est. Attends, c'est parce que je capte mal, je suis en voiture. Vous m'entendez là? Ouais, il y a eu des coupures, mais vas-y. Ouais, donc je te disais, en fait, c'est plus la peur d'aller vers le client et d'obtenir un rejet, en fait, un non. Ok. Et Alors, je sais c'est- plus le non, c'est bon, etc. Mais j'ai vachement du mal, en fait, à le mettre en pratique. alors en fait, est-ce que c'est la peur du non? Est-ce que c'est une peur déjà? Ou est-ce que c'est juste de dire le non? D'entendre le non? Peut-être, je sais pas. Mais du coup, ça me bloque et j'ai très peu, pour le coup, j'ai très peu de contact avec les clients, quoi. J'ose pas Alors, aller comme si je faisais de la vente forcée, en fait. alors, ok. Je pense qu'il y a une histoire de légitimité. Peut-être qu'il a peur d'être légitime, des choses comme ça. Est-ce que tu peux orienter ta réponse autour de ça, Mehmet? Je pense que ça servira à pas mal de personnes. Alors, effectivement, au niveau de la légitimité, l'une des premières choses, alors là, j'en reviens au focus et à ce que j'ai dit à Sophie par rapport au focus. Donc là, reprendre les focus. Mais il y a une chose là-dedans, en fait, quand on a peur du non, déjà, c'est que au niveau stratégie, on n'a pas de stratégie, on n'a pas de clarté. C'est-à-dire que pour pouvoir aller clairement vers quelqu'un, en fait, on doit être clair déjà sur ce que nous, on a, c'est-à-dire en termes de force, en termes de ce qu'on peut apporter à la personne, et également aussi de se connaître soi-même. Et en fait, la peur du non, le rejet, en fait, c'est le rejet de soi-même. Donc, sachez qu'à chaque fois, en fait, que vous ressentez quelque chose chez quelqu'un, c'est parce que vous êtes, en fait, ce que vous ressentez chez la personne, c'est ce que vous n'avez pas en vous. C'est le même exemple que les personnes qui viendront vous critiquer. En fait, ces personnes qui vous critiquent, elles critiquent la partie qu'elles n'ont pas en elles-mêmes. Et on en parle souvent en fait dans la ProcessCom, parce que j'ai été formé aussi à la ProcessCom, c'est que on a des parties de nous en fait qu'on n'a pas du tout développées, qu'on n'a pas pris le temps de développer durant une vie. Et en fait, ces parties de nous qu'on n'a pas développées, quand on les voit chez les autres, on les déteste parce qu'on les connaît pas du tout. Et le rejet que tu peux avoir, Joachim, là-dessus, c'est le rejet que tu as vis-à-vis de toi parce que tu ne connais pas encore la manière que tu aurais de réagir si on te disait non. Et en fait, tant que tu ne seras pas clair avec ce qui bloque à ce niveau-là, donc là, c'est vraiment une séance où il faut débloquer ça, donc il y a tout un processus là-dedans. Mais la première chose, c'est de te connaître toi-même, en fait, à ce niveau-là et au niveau de l'estime, en fait, parce que c'est toujours lié à l'estime que tu as de toi, à l'image que tu as de toi-même. Et les saboteurs internes dont je te parlais tout à l'heure, c'est vraiment ça en fait qui définit l'estime que tu as de toi, plus ton entourage. Je vais te donner une anecdote que j'ai eue avec mon meilleur ami, mon meilleur soi-disant ami, puisque quand on était amis, cette personne était plutôt d'un profil fonceur. C'était en ProcessCom, on appelle ça un profil promoteur. Alors, c'est des gens qui sont dans l'excitation du moment, qui veulent des choses, qui entreprennent des choses. Mon meilleur ami avait 3 entreprises et il faisait travailler une 50aine de personnes. Et donc, c'était un entrepreneur déjà bien assis. Par contre, il se servait de mes compétences de coach pour venir me consulter chaque fois qu'il montait un business. Et à chaque fois, je l'aidais et comme je suis plutôt d'une base empathique, je surdonnais à chaque fois. Et le jour où je lui ai annoncé que j'allais être moi-même entrepreneur et que j'allais monter mon entreprise de coaching, que j'allais être coach PNL, la première des choses il m'a dit, oh, laisse tomber, il n'y a personne qui a envie de ça, laisse tomber. Et pendant plus de 6 mois, il m'a pollué le cerveau en me disant non, arrête, ça ne sert à rien. Et
Il m'a même dit, bon, laisse tomber, tu sais ce qui marche en ce moment? Il m'a dit, viens, je t'ouvre un restaurant de sushi, fais des sushis. Non, mais attends, non, mais moi, je veux pas être vendeur de sushis, je veux être coach. Tu vois. Voilà. Et en fait, la chose, en fait, je dirais le marqueur émotionnel de ce qui s'est passé à ce moment-là, pour moi, c'était en fait que je me suis clairement rendu compte que non seulement j'étais dans un jeu avec lui, c'est-à-dire que comme j'étais empathique et que je lui donnais, j'arrêtais pas de lui donner, en fait, lui, il venait se servir. Et il avait peur, lui, de perdre ça, du coup. Et on était dans ce qu'on appelle le triangle de Cartman, tu vois, sauveur, persécuteur, victime. Et là, en fait, je me suis dit, mais putain, alors que je suis coach moi-même, que je suis, tu vois, je comprends tous ces trucs-là. Et là, je me dis, waouh, waouh, mais tu étais là-dedans avec lui pendant plus de 6 mois. Il t'a pollué, il t'a empêché d'avancer. Et soi-disant, c'est ton meilleur ami. Waouh. Et donc là, en fait, si tu veux, le parallèle qu'il y a là-dedans, c'est que ton entourage a une grosse importance sur la façon dont toi, tu raisonnes. Pourquoi? Parce que pendant 6 mois, c'est sa voix qui résonnait dans ma tête et qui me tirait vers le bas. Donc oui, l'histoire que tu te racontes compte. Et ça, c'est important parce que ce que tu te dis à l'intérieur, c'est ni plus ni moins que les échos que tu entends de ton entourage. Et effectivement, si toi, tu n'as pas réglé ça à l'intérieur, donc là, il y a une séance de déblocage à faire, si tu n'as pas réglé ça à l'intérieur, tu auras beaucoup de mal à passer à l'action. Et effectivement, l'une des meilleures façons de passer à l'action, c'est justement de clarifier ça en toi et de te reconnecter finalement à qui tu es profondément. Et quand tu as fait ça, finalement, il n'y a plus personne qui peut t'arrêter parce que du coup, le seul écho qui résonne dans ta tête, c'est toi et ce que tu es capable de faire. Et encore une fois, ce que je disais à Sophie, c'est le focus. C'est-à-dire, tu te focalises sur ce que tu as, pas sur ce que tu n'as pas. Et c'est ça qui fait la différence sur l'estime de soi. Je ne sais pas si ça répond à la question de Joachim, du coup. Ouais, mais j'ai coupé son micro parce qu'il y avait ces bruits de voiture, mais vas-y Joachim. Oui, oui, en effet, ça répond à ma question. Non, Alors, il y a ma femme juste derrière, hein, elle ne fait pas de bruit, mais… Ah, moi, j'entends plus Bon, rien. Joachim, je suis désolé, on ne t'entend pas. Je te propose… je ne connais pas ce… Ouais, bon, je propose de donner la parole à… Ouais, de toute façon, il a été déconnecté. À Pierre, du coup, pour ta question. Vas-y, c'est bon. Ouais, salut Mehmet. En fait, j'ai plusieurs questions. Avant, je voulais juste faire une petite remarque. Un grand merci pour le partage de ton expérience et ça m'a fait remonter une idée. C'est que finalement, des fois, pour beaucoup d'entre nous, il faut que la zone de confort devienne tellement inconfortable, voire même douloureuse, pour qu'on arrive finalement à en sortir pour apprendre et se développer et s'émanciper. Donc ça, je trouve ça intéressant, même si c'est dur pour beaucoup de monde. Et par contre, pour en revenir justement plus à ton activité, quand Manak nous a beaucoup expliqué justement que le centre de toute activité, c'est la définition de son client, la définition de son avatar. Dans une activité de coach PNL, finalement, tu peux t'adresser à tout le monde pour proposer des accompagnements sur tous les sujets de la vie. Du coup, comment est-ce que toi, tu as créé ce focus justement sur un avatar? Est-ce que tu en as un ou plusieurs? Comment tu les as définis? Pourquoi est-ce que tu as choisi cela? Est-ce qu'ils ont évolué et comment depuis le démarrage de ton activité? Et puis aussi, à partir du moment où tu nous parlais de poster tous les jours, quotidiennement, et puis faire beaucoup de live, est-ce que tu as éventuellement une technique juste avant le live pour t'assurer que tu te reconnectes à ton avatar avant de lancer ce live et t'assurer que tu t'adresses à lui ou elle et pas au monde entier? Ok, alors ça fait 2 questions et beaucoup d'éléments. Désolé. Donc du coup, déjà, merci pour ce que tu viens de dire. La première phrase que tu viens de dire, que je ne saurais pas répéter exactement comme toi, mais c'est tellement vrai ce que tu as dit. Donc bravo. Par rapport à la zone de Vraiment, confort et voilà. se bouger les fesses à partir du moment où c'est vraiment Voilà. très inconfortable. Voire douloureux. C'est ça. Douloureux. Et en fait, tu as résumé le truc parce qu'en fait, la zone de confort, c'est la zone la plus dangereuse de ta vie en fait. Donc franchement, c'est très bien résumé. Donc merci pour ça. Et par rapport donc à la première question, l'avatar en lui-même en fait,
ça a été pour moi en fait une obsession de 3 ans. C'est-à-dire que je suis encore dans l'obsession, hein. Là, je suis encore dans l'amour de découvrir mon avatar. Pourquoi? Parce qu'un avatar, en fait, j'ai compris un truc, c'est que c'est pas un truc figé. Et j'ai mis du temps à le comprendre, alors que mes mentors, Gwen, m'a sans cesse me l'a rabâché, etc. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je comprends pas vite, moi, en fait. J'ai besoin de temps pour assimiler les choses. Et le fait, en fait, de connaître l'avatar aujourd'hui n'est pas une finalité en soi, parce qu'il évolue sans cesse. Et en fait, rien n'est plus permanent que le changement. Donc, en fait, vu qu'on est humain, on évolue et on change tout le temps. Ton avatar, c'est la même chose. Là, aujourd'hui, je suis ciblé, par exemple, sur les entrepreneurs et les entrepreneurs plutôt du web et toutes les personnes qui lancent des business, que ce soit web marketing ou immobilier, parce que là, actuellement, c'est vraiment ce que j'ai et je me rends compte que j'attire ces gens-là. Donc, je vais de plus en plus loin dans la définition de cet avatar. Mais tous les jours, en fait, je le remets en question. C'est-à-dire que je me repositionne par rapport à ce qu'ils me font comme retour et ce que mes clients me disent. Et en fait, ces clients, toutes les phrases qu'ils vont me dire, tout ce dont ils vont me parler, je vais le reprendre et je vais continuer à faire évoluer mon avatar. Et tout ça, en fait, si tu veux, je l'ai compris à partir du moment où je me suis fait accompagner par mon business coach. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre l'importance de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu es et là je reprends souvent, c'est l'exemple justement de mon business coach, c'est l'exemple du spécialiste et du généraliste. Tu sais, comme ce que tu disais tout à l'heure, être coach PNL, aujourd'hui, des coachs, il y en a des milliers, des millions, quoi. Et aujourd'hui, être coach PNL, moi, c'est ma spécialisation, c'est-à-dire que je me sers de la programmation neurolinguistique pour amener les entrepreneurs à leur réussite. Et en fait, la spécialisation là-dedans, c'est de se dire que voilà, je vais utiliser ces outils-là, mais sur une cible extrêmement précise pour être un spécialiste de ça. Et à partir du moment où j'ai tracé l'avatar précis, je deviens un spécialiste. Et à partir du moment où tu es un spécialiste et que tu as été reconnu, là, tu peux élargir un petit peu plus pour accueillir peut-être d'autres avatars que tu n'avais pas avant. Mais tu ne peux pas faire l'inverse, en fait. Être généraliste, parler de tout, c'est toucher personne. Voilà. Tu vas devenir un coach généraliste, tu vas parler à tout le monde, mais finalement, tu n'auras parlé à personne. Par contre, quand tu fais le cheminement inverse, tu deviens spécialiste dans un domaine, on saura te pointer du doigt en disant « c'est lui le spécialiste en PNL », par exemple. Et là, oui, là, à partir de cette spécialisation-là, je pourrais élargir la gamme de ce que je peux proposer justement à d'autres entrepreneurs aussi. Et plus je le travaille, et tous les jours je le retravaille, et plus je me dis, voilà, là je vais implémenter ça, là je vais parler de ça, et je vais reprendre des éléments de langage que texto mes clients me disent. Si mon client il me dit, voilà, dans le web marketing, eh ben, le branding c'est important, je vais reprendre exactement la phrase qu'il a dit et je vais la répéter durant un de mes lives. Pourquoi? Parce que ça va faire écho et ça va parler justement aux gens. Et à partir de là, en fait, c'est durant les lives, alors une technique que je peux te donner, c'est par rapport à la gestion de l'émotion, parce que je sais que quand on se met en live, on est submergé quand on n'a pas l'habitude d'être devant une caméra, quand on n'a pas l'aisance de Vanak comme il le fait là, tu vois, par exemple, eh bien, on doit en fait se remettre, je dirais, sur un flot d'énergie qui te mette pas en fait la voix en vibration qui tremble parce que tu as peur de parler. C'est un exercice tout simple, on appelle ça le passage en alpha. Il suffit juste en fait de se mettre le dos bien droit contre sa chaise. Et quand tu es le dos contre ta chaise, en fait, de bien laisser ta colonne vertébrale droite et prendre 3 grandes inspirations, expirations, les yeux fermés, c'est Batman, ça. Le micro, du coup. Ah oui, c'était Philippe qui m'avait offert ça, donc le dos droit, à chaque fois, je pense à ça. Bref, petite private joke. Donc voilà, le dos bien droit. Et l'idée, en fait, c'est que quand tu vas faire cet exercice, donc 3 inspirations et 3 expirations, les yeux fermés, en fait, le cerveau, lui, il va capter 70% de l'oxygène que tu auras pris. Cette réoxygénation, en fait, du cerveau va rééquilibrer le niveau de fréquence hertzienne qu'il y a dans ton cerveau. Parce qu'aujourd'hui, on a mesuré, en fait, la fréquence dans le cerveau, elle se mesure en hertz. Et la zone où le cerveau est le plus efficient à émettre et à commencer à générer des idées, c'est entre 30 et 40 Hertz. Donc, du coup, en fait, ces 3 inspirations-là te permettent juste de rééquilibrer, de donner plus d'oxygène au moteur, donc au cerveau, et de rééquilibrer ton niveau d'énergie mentale. Et du coup, quand tu commences un live, tu n'es pas stressé, tu n'es pas en émotion ou quoi.
tu es vraiment aligné et tu as un flow régulier durant le live. Est-ce que ça t'aide déjà? Ouais, c'est super intéressant. Justement, c'est finalement, en fait, on en revient au bon vieux track qui faisait vomir Brel avant chacune de ses représentations, quoi. Mais, et du coup, tu n'as pas particulièrement par exemple, justement, ton avatar, tu pourrais l'appeler, je sais pas, Jérémy ou Nicolas, et puis avant de prendre ta caméra, dire, bah tiens, salut Jérémy, je vais te faire un petit message, de manière finalement à te remettre cette image, en effet, qui est en constante évolution, mais qui, à l'instant où tu t'adresses à lui, est figée. T'as pas particulièrement ce type de technique ou d'autres choses que Alors en fait, si, là, au-delà du stress. ce que tu viens de dire, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une technique que je donne aux personnes qui le font pour la première fois. Donc en fait, cette technique, elle est simple. Si, imaginons, j'ai une mère de famille qui m'a demandé ça il y a une semaine, elle voulait justement commencer à faire des vidéos pour sa chaîne YouTube. Donc moi, ce que je lui ai recommandé, c'est de prendre la photo d'un de ses enfants et de coller la photo en fait sous l'écran de la caméra, enfin sous la caméra, et de parler comme si elle parlait à son enfant. Du coup, en fait, le cerveau, lui, ce qu'il fait, il va se focaliser juste en dessous de la caméra. Tu vois, là, par exemple, quand je regarde la caméra, je vais mettre la photo juste en bas. Et quand je fais ça, en fait, c'est comme si j'avais un dialogue, finalement, avec la personne que j'aime. Et je parle souvent d'amour, mais en fait, l'amour, là-dedans, il y est pour beaucoup. C'est quand tu te mets à parler devant la caméra et que tu te sens seul, bah, quand on est seul, on a un sentiment d'abandon, de solitude. Tu vois? Donc, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un que tu aimes. Et le sentiment d'amour, bah, il peut être sur un avatar, il peut être sur ton meilleur client. Si par exemple, dans tes clients, il y a ton avatar, le client idéal que tu l'as vraiment rencontré, tu prends une photo de lui et tu la mets sous ta caméra à chaque fois que tu parles et à chaque fois que tu fais un enregistrement. Et ça c'est puissant, ça marche. Ouais, c'est vachement intéressant. Merci beaucoup pour ce petit truc-là. Avec Super. plaisir. Alors, j'ai deux questions. J'ai une question de Maïra. Dans le chat, Maïra, elle ne peut pas parler. Donc, est-ce que tu la vois, cette question? Alors, Maïra, une question pour Mehmet. Est-ce que les qualités, donc forces humaines, sont un genre de prérequis pour devenir coach PNL? Par exemple, est-ce qu'une personne qui sait écouter et qui est empathique aura plus de facilité à exercer et à réussir? Ou ça n'a pas d'influence pour réussir, je veux dire obtenir des résultats positifs avec ses clients? Alors, là, en fait, Donc, si on résume, est-ce que pour devenir finalement un bon coach PNL, le fait de savoir écouter et d'être empathique, est-ce que ça joue dans le fait d'avoir des résultats avec ses clients ou pas, si je résume? ouais. Alors, indéniablement, alors je suppose que c'est une empathique, vu le texte qu'elle utilise, tu me répondras, Maïra. En fait, déjà dans les métiers de l'accompagnement, dans ce qu'on fait aujourd'hui, même Vanak, dans ce que fait Vanak aujourd'hui, clairement, il faut vraiment avoir un amour profond pour les personnes. Là, on ne va pas se mentir. Si vous n'avez pas l'amour d'aider les personnes qui sont en face de vous, concrètement, vous n'allez pas pouvoir les aider en grand-chose. Mais c'est une appétence, c'est-à-dire que c'est une compétence que si effectivement les empathiques, alors dans la Processcom, il y a 6 types de profils et le profil empathique, pour moi, c'est celui qui a le niveau subtil de la conscience et de l'intelligence émotionnelle. Et effectivement, s'il n'y avait plus d'empathique sur cette terre, eh ben, effectivement, il y aurait peut-être moins d'entraide, il y aurait plus de guerre et il y aurait plus de mauvaises choses. Et en fait, quand tu regardes bien au niveau de l'humanité, des personnes qui ont transformé le monde, comme Gandhi par exemple, pour ne citer que lui, il n'a pas transformé le monde avec les millions qu'il avait, avec la Ferrari qu'il avait ou avec tu vois, des biens matériels. Il l'a transformé avec la puissance de son empathie qu'il avait pour le genre humain, peu importe son origine, ce qu'il est. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on transforme le monde. Donc, effectivement, si tu as déjà une appétence empathique, ça va être un petit peu plus facile. Alors, loin de moi l'idée de dire que les autres ne peuvent pas le faire. Chacun, en fait, dans les profils de personnalité qu'on peut avoir, peut réussir. Il y a des business coachs qui sont très, très forts, qui sont dans le bling-bling, m'as-tu vu, Ferrari et compagnie. Par contre, ça fonctionne aussi. Donc, si tu veux, il n'y a pas vraiment de critères là-dessus, mais évidemment, avoir une base plus empathique, aimer la personne qu'on accompagne, pour moi, c'est la base. Donc, que tu utilises après la PNL
que tu utilises l'analyse transactionnelle, la processcom, l'énéagramme, ce que tu veux comme outil en fait de développement personnel, peu importe l'outil, je pense que les web marketeurs et mes clients web marketeurs le disent aussi assez régulièrement, c'est peu importe si tu utilises ClickFunnels ou LearnyBox ou ce que tu veux, l'essentiel c'est que tu aimes ce que tu fais et que l'outil soit ergonomique et soit écologique pour toi. Donc moi, si tu veux, j'ai trouvé une écologie dans la PNL et ça a fait écho en moi. Donc je dirais, trouve pour toi ce qui fait écho en toi. Et je parle souvent d'énergie vibratoire, mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, ce qui fait écho dans ta vie, c'est tout ce qui est en fait, tout ce qui est déjà en toi, qui résonne en fait déjà de l'autre côté de la barrière, mais que tu ne sais pas encore. Et en fait, si tu fais l'analyse, alors il y a un truc qui est très bien pour ça, c'est le parcours du héros. Et j'ai pas encore mis mon nez dedans, mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'est de trouver en fait, si tu regardes bien tout au long de ta vie, il y a des personnages de films, des chanteurs, des gens dans ta vie réelle, que ce soit des animateurs, des profs, des politiciens. Il y a une flopée de gens en fait qui t'ont influencé toute ta vie et des gens qui que soit tu as aimé, soit tu as détesté. Et en fait, ces personnes-là, elles ont toutes un écho en toi parce que tout ça est déjà en toi. Donc, c'est juste à toi de trouver qu'est-ce qui est le plus fort en toi, qu'est-ce qui fait le plus écho en toi et ce pourquoi tu as le plus d'amour. Et je reviendrai jamais assez sur l'amour, c'est parce que depuis que j'aime vraiment, c'est devenu obsessionnel, depuis que j'aime ce que je fais, en fait, ça tourne à l'obsession, quoi. Et c'est ça l'amour, en fait, c'est être obsédé par ça. Et tant que tu n'as pas de l'amour pour ça, justement, tu ne pourras pas trouver l'écho qu'il y a en toi, en fait. Donc, regarde ce pourquoi tu as de l'amour et qui fait résonance en toi, et à partir de là, tu verras, tout s'éclairera. Mais effectivement, avoir une base empathique quand on accompagne dans des métiers d'accompagnement comme le coaching, ça aide beaucoup. Maguette, est-ce que tu avais une question? Tu as levé la main tout à l'heure. Je t'active ton micro si tu es là et si tu… Oui, Oui, c'est bon, on t'entend. ok, super. Merci déjà, Mehmet, pour tout ce que tu as partagé. Comme je disais, Merci à vous. Merci à vous. c'est super puissant et inspirant. J'avais une question, j'en avais deux du coup, mais la première, tu l'as plus ou moins abordée, c'était par rapport au syndrome de l'imposteur. Comment on peut en arriver à dépasser ça, mais tu as plus ou moins répondu en répondant à Joachim notamment. Et l'autre question, c'était est-ce que tu avais, à part le sport en fait, d'autres choses que tu faisais qui te permettaient de garder ton énergie le plus positif possible en fait. Je ne sais pas si tu as une routine matinale ou d'autres trucs que tu fais, des astuces que tu mets en place pour pour pouvoir repartir dans des moments de down. Alors oui, en fait, déjà merci pour ta question, Maguette. C'est la partie en fait. Alors, je bannis le mot routine parce que pour moi, il a une connotation très négative. Et routine, c'est un mot anglais pour dire rituel, pour moi en tout cas. D'accord, selon moi. Et j'oblige personne à croire, mais dès que tu es dans la routine, pour moi, la routine tue. Voilà, pour faire simple. Et les rituels, en fait, c'est ce qui forge ton futur. C'est-à-dire que tu regardes dans toutes les personnes qui sont devenues riches aujourd'hui, millionnaires, milliardaires, elles ont toutes réussi parce qu'elles s'étaient mis une discipline de rituel de vie, en fait. Et j'ai un rituel le matin. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est le fameux livre de Hal Elrod, The Miracle Morning. Je pense que Banak avait déjà fait une vidéo sur prendre sa vie en main. Parce que sache aussi, Banak, que je suis ta chaîne depuis justement cette période de crise que j'ai eue dans ma vie, justement, qui m'a beaucoup aidé aussi. Et en fait, le rituel en lui-même te permet, si tu veux, d'avoir une constance. Et c'est ce qui nous manque en tant qu'être humain. C'est-à-dire que si tu prends un rituel matinal, c'est un peu le fil conducteur de ta vie. C'est-à-dire que si tu sais que le rituel doit être exécuté, peu importe ce qui se passe, peu importe si toi, émotionnellement, puisque tu es un être humain, tu vas faire ça, en fait, ta vie va être en dents de scie, et ça, c'est normal pour le coup. Peu importe ce qui se passe pour toi, si tu sais que le rituel est toujours là, pour toi, c'est une sécurité, en fait. Et ça va te rassurer de savoir que si tu as eu une période de mauvais, en fait, de down, tu n'as pas envie et tout, tu sais que si tu fais ton rituel, en fait, ça va t'aider à aller mieux. Et la plupart du temps, quand on fait un rituel, et pour les professionnels de la procrastination, on pense souvent que le côté dur, en fait, difficile du rituel
est pénible et donc fatigant à faire. Et en fait, encore une fois, c'est une question de focus. C'est comme de se dire, je vais aller à la salle de sport, mais c'est pénible quand même. Il faut que je m'habille, que je mette mes chaussures, que je descende, que je marche et que j'aille jusque là-bas. Et après, une fois que je suis là-bas, il faut que je transpire. Et en fait, ton focus, il est plus sur l'effort que le réconfort. Comme tu as mis ton focus en fait sur le mauvais endroit, grosso modo, tu vois les problèmes avant la solution, avant le résultat. Et en fait, ce que t'apporte le rituel, c'est que le rituel, comme il est constant, si tu le fais constamment, le résultat, il est sur du long terme. Et les résultats sont bénéfiques parce que tous les millionnaires aujourd'hui ont des rituels matinaux qui leur permettent justement de garder en fait ce qu'on appelle en fait l'équanimité. Alors c'est un mot technique pour dire l'équanimité, c'est de garder en fait toujours la même humeur tous les jours pareil. C'est-à-dire qu'une personne en fait qui est capable de rester dans une humeur constante et un mindset constant, et là c'est bien de mindset dont on parle, c'est une personne qui est sûre d'obtenir des résultats. Pourquoi ? Parce qu'une personne lunatique, si un jour elle va pas bien et que l'autre jour elle va mal, bah, tu comprendras que ses résultats vont pas être les mêmes. Et donc le secret là-dedans, c'est de garder vraiment une constance en fait dans cet effort du rituel matinal. Et quand tu fais ça en fait, tout ton corps et ton esprit en fait se calibrent par rapport à ça. Et donc, au fur et à mesure, ce que je t'invite à faire après, c'est de faire évoluer ce rituel, c'est-à-dire l'exigence des standards que tu auras mis sur ce rituel. Je donne un exemple très simple. Il y a un an de ça, pendant un an, comme je n'arrivais pas à faire du sport à cause du rythme de travail que j'avais, les enfants, enfin tout un tas de choses qui m'empêchaient de faire du sport, tous les matins, je faisais 30 pompes et 1 minute de gainage. Donc, 30 pompes et 1 minute de gainage, comme ça, on peut se dire, bon, c'est pas énorme, c'est pas beaucoup, etc. Mais imaginons que tu évolues tous les jours d'1% à chaque fois que tu fais ce rituel. En fin d'année, tu as évolué de combien ? En fait, ce n'est pas la taille des actions. En fait, ce n'est pas de partir à la salle de sport, faire 3 heures de sport, te déchirer pendant une journée et pas faire de sport pendant 3 jours qui est important. C'est en fait la régularité de petites actions qui donnent des grands résultats. Tu vois ? Et peu importe justement la taille des actions que tu mets en place, l'important, c'est la régularité et la constance dans cet effort qui te permet d'obtenir les résultats. Là, clairement, on parle vraiment en fait de mindset. Et ce mindset-là, en fait, plus tu vas le cultiver au quotidien et plus tu auras des résultats extraordinaires après. Ça rejoint parfaitement les enseignements de notre cher Banak. J'allais dire CF, prendre sa vie en main, vidéo sur l'effet cumulé. Exactement, parce que tout ça, c'est des sujets qu'il a déjà traités. Donc. Merci en tout cas. Mais c'est cool d'avoir le projecteur sur quelqu'un d'autre pour que du coup les élèves se disent pas ouais mais Banak il raconte toujours la même chose, et le fait que ça soit dit par quelqu'un d'autre et avec d'autres mots, je pense que ça met de la puissance sur ça. Donc je te remercie Mehmet d'avoir remis une couche sur l'importance de tout ça. Alors, si je peux permettre juste une petite tip supplémentaire là-dessus, c'est célébrer aussi toutes tes victoires, Maguette. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on fait tout ça, on se félicite jamais assez. Et être fier de ses accomplissements, aussi minimes soient-ils, c'est un peu l'émerveillement dont je parlais tout à l'heure. Soyez fiers de ce que vous faites et des accomplissements, même tout petits, soyez fiers de ce que vous faites. Et pour célébrer ça, moi, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est ce que j'ai appelé le coffre à succès. Faites une petite boîte et tous les jours, sur tous les succès que vous avez eus, écrivez-les avec la date et l'heure, écrivez-les, mettez-les dans une boîte. Et revenez-y de temps en temps, en fait, une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, juste pour voir, dans les moments où ça va mal, de reprendre cette boîte et de l'ouvrir et de dire, bon, qu'est-ce que je fais vraiment de bien ? Parce que il y en a, en fait, ils remettent tout en question tout le temps. Et quand tu fais ça, en fait, ça te permet de rouvrir la boîte et de dire, ah mais non, en fait, ça j'ai pas besoin de le remettre en question, je l'ai super bien fait. Et après, tu te remotives à relire en fait toutes les notes que tu as mis et tu refermes et tu remets au fur et à mesure. Voilà, petit tip supplémentaire. Génial. Merci. Avec plaisir. Je propose une dernière question si quelqu'un en a une. Sinon, est-ce qu'il y en a une dernière question ou pas ? Je pense que ça va être bon. Écoute Mehmet, je te remercie infiniment pour tous les partages que tu as faits, pour avoir répondu à l'ensemble des questions
de mes transfopreneurs. Je pense que tu as apporté beaucoup aujourd'hui et j'espère que les auditeurs ou les spectateurs de cette vidéo-là sur ma chaîne YouTube seront aussi comblés que nous. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager pour mon audience, soit les web créateurs, donc l'audience de mon podcast, soit les personnes qui regarderont cette vidéo? Eh ben, écoute, dernière chose, alors ça c'est une phrase rituelle que je dis souvent à la fin de mes vidéos et c'est avant celle-là, moi j'aimerais juste vous dire deux choses, deux de ces citations justement qui peuvent vous inspirer encore avant de finir. C'est trop réfléchir empêche d'agir et de s'accomplir, alors foncez. Et la deuxième chose, c'est quoi que vous fassiez dans la vie, tout commence par vous, alors restez actif car la vie est courte. Super. Voilà. Génial. Excellent. Du coup, tu voulais dire un dernier truc après ces deux choses-là ou c'était tes phrases de fin? Moi, j'ai rien de plus à rajouter. Okay. Mille merci de m'avoir accueilli ici et mille merci d'avoir pu parler en direct avec toi aussi parce que, comme je te dis, je suis un grand fan de prendre sa vie en main et je te suis depuis le début, depuis les toutes premières vidéos que tu avais faites. Donc, pour moi, c'est un grand honneur et un grand plaisir d'être là aujourd'hui, en tout cas, face à toi. Donc, merci beaucoup. Super. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'on vient de faire. Merci beaucoup. Merci à toi, merci aux transfopreneurs d'avoir été présents et merci pour tout ce que tu nous as apporté, Mehmet, encore une fois. Je te souhaite une excellente continuation et au plaisir de te croiser en vrai un jour sur Toulouse, sur Paris ou ailleurs. Avec grand plaisir, Manak. Merci. Salut Mehmet, salut à tous. Ciao.